Bon, j'ai dit que j'allais évoquer un événement survenu en Belgique. Alors je vais commencer par cette histoire. Nous sommes le 8 juin 1999 dans la petite ville de Bornem. Et dans une école de cette commune, un certain nombre d'élèves qui ont consommé du Coca-Cola en bouteille de verre se plaignent de nausées, de vomissements, de maux de ventre, de maux de tête, de palpitations, de fatigue, bref, de malaise en général. Les jours suivants, des troubles analogues sont signalés dans d'autres écoles, ou par le biais d'appels téléphoniques qui proviennent d'un public plus vaste que celui des écoles. Seulement, dans ces derniers cas, il ne s'agit pas seulement de Coca-Cola en bouteille de verre, mais également d'autres boissons de la compagnie, dont certaines sont en canette. Alors, une semaine plus tard, un groupe de travail se penche sur l'événement, étudie les observations cliniques, les résultats des analyses de laboratoire, toutes les recherches épidémiologiques. Conclusion, rien n'indique l'existence d'un grave problème de santé. Les documents qui ont été présentés par Coca-Cola montrent qu'effectivement, il y a bien eu des problèmes lors de l'embouteillage, lors de la production, des problèmes qui ont occasionné dans les deux cas une odeur désagréable. Cette contamination a pu provoquer des réactions physiques, mais en aucun cas elle n'a été suffisante pour causer une intoxication systématique. Il faut quand même se souvenir d'une chose, c'est que en 1999, la Belgique vit dans un contexte assez particulier. C'est la crise de la dioxine. Le public est donc tout particulièrement sensible à tout ce qui touche à la sécurité alimentaire. Et qui plus est, l'événement que je relate présente certaines particularités qui ne sont pas du tout anodines. L'événement survient dans une école, alors que les élèves sont en période d'examen. Il y a une très grande diversité de boissons incriminées. Une grande publicité a été accordée à l'incident dans la presse et les plaintes se sont propagées largement dans l'ensemble de la population. On peut dire que dans un climat comme celui-là, une plus grande sensibilité à un stimulus sensoriel, comme une odeur ou un goût inhabituel, évidemment peut se manifester. Or, de tels symptômes sans substrat organique ont déjà été maintes fois décrits dans la littérature spécialisée. Et donc, le groupe de travail conclut que l'incident présente toutes les caractéristiques du phénomène baptisé Mass Psychogenic Illness, MPI. Alors qu'est-ce que c'est la MPI ? C'est un ensemble de symptômes indiquant un trouble physique sans cause identifiable et qui se manifeste chez deux ou plusieurs personnes qui ressentent les mêmes symptômes. Ces caractéristiques apparaissent essentiellement chez les jeunes adolescents, plutôt de sexe féminin. La transmission s'effectue par le contact visuel, direct ou indirect, ce qui inclut tous les médias, les réseaux sociaux, les réseaux familiaux ou encore le téléphone. Les symptômes sont absents dans les autres groupes du même milieu. Les personnes présentent un stress mental ou physique inhabituel. Parmi ces symptômes, qu'est-ce qu'on note ? De l'hyperventilation, une rapide amélioration, la possibilité de rechute si on réintègre le milieu où les symptômes sont apparus. Alors je pose une question. Faut-il allumer d'autres lumières ou alors la chose est-elle suffisamment claire ? Quand généralement j'en arrive à ce constat, on me dit oui, mais tout de même, en situation de crise, il est essentiel que l'événement soit pris au sérieux, qu'il soit officiellement reconnu pour que la propagation puisse cesser. Justement, là est le problème. Parce que en médicalisant le phénomène avec toutes les recherches cliniques possibles, en le prenant au sérieux, la somatisation de la situation de stress
se voit renforcée. Et qui plus est, voilà qu'intervient un phénomène nouveau, un phénomène qui connaît une très forte montée en puissance, celui du nivellement des hiérarchies de compétences. C'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux et les médias en général, vous savez très bien que les spécialistes deviennent légion. On en trouve dans tous les coins. N'importe qui peut prendre la parole, se prétendre spécialiste de ceci ou de cela et exprimer sa conception. Et donc induire des doutes, des peurs, capitaliser sur le niveau d'angoisse et développer des théories parfois complètement hallucinantes. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire survenue en Belgique? Eh bien, je voudrais montrer que cet événement-là, ainsi que nombre d'événements que nous vivons aujourd'hui, ne sont que la suite logique sur notre continent de ce qui est né outre-Atlantique il y a parfois plus de 40 ans, c'est-à-dire la survenue en Amérique d'un certain nombre d'épidémies de nature très diverse et à l'égard desquelles nous pourrions n'éprouver qu'indifférence en songeant qu'elles reflètent seulement des traits propres à la société américaine et qu'elles ne concernent en conséquence absolument pas nos sociétés à nous, habitants du vieux continent. Alors, de quelles épidémies s'agit-il? Étant donné que la liste est longue, je vais seulement en citer quelques exemples. Certains sont assez connus et d'autres un peu plus édifiants. Le syndrome de la guerre du Golfe. Les thérapies de rappel sous hypnose d'abus sexuels subis dans l'enfance. Le syndrome de fatigue chronique. Le syndrome polyalgique idiopathique diffus, qui est plus connu chez nous sous l'appellation de fibromyalgie. Le syndrome des personnalités multiples. Le syndrome d'hypersensibilité aux ondes électriques ou électromagnétiques. Et je vous fais grâce du syndrome post-traumatique consécutif à l'enlèvement et à l'insémination par des extraterrestres. Bon, pour quelles raisons avons-nous accueilli les syndromes en question sans les passer au crible de notre critique scientifique? Eh bien tout simplement parce que ces épidémies n'ont pas fait l'objet d'une diffusion d'informations au même moment. Les choses ont été très, très étalées dans le temps. Et donc, un événement essentiel est longtemps passé inaperçu. C'est l'uniformité de structure d'une épidémie à l'autre. Si vous voulez, il a fallu en quelque sorte, autopsier. Voilà. Autopsier la structure commune à toutes ces épidémies pour arriver à mettre en évidence les mécanismes et les conditions de la naissance d'une épidémie, de son développement et de toutes ses conséquences dans de très nombreux domaines, que ce soit médical, sociologique, politique, pour ne citer que cela. Autrement dit, qu'est-ce qu'on a mis en lumière? On a mis en lumière un mode d'emploi. Lequel? Le mode d'emploi de la fabrication de fausses maladies. Alors je dis et je confirme qu'il s'agit bien de fausses maladies à condition de respecter le vocabulaire. C'est-à-dire qu'un syndrome, ça n'est pas une maladie. C'est l'agglomérat d'un grand nombre de symptômes appartenant à un grand nombre de tableaux cliniques possibles. Point. Alors attention, ça ne signifie pas que les gens ne souffrent pas somatiquement ou psychiquement. Ça signifie simplement qu'ils ne souffrent pas d'une maladie bien identifiée, mais d'un truc protéiforme. Alors comme toujours, ces syndromes et bien d'autres ont traversé l'Atlantique. Et ils ont traversé en utilisant les mêmes codes, les mêmes descriptions cliniques qu'aux États-Unis, et surtout, en copiant fidèlement les procédés non scientifiques, voire carrément anti-scientifiques,
qui ont permis leur accréditation aux États-Unis. Alors vous comprenez que chez nous, tout comme de l'autre côté de l'Atlantique, et avec encore plus d'outrance, un débat serein n'est pu et ne puisse toujours pas avoir lieu autour des pathologies en question. Pourquoi ? La raison, hélas, elle est très simple. C'est que l'autorité médicale est, dès le départ, systématiquement niée. Et que donc ce sont d'autres voies qui sont utilisées pour tenter de parvenir à une reconnaissance. Vous voyez, ce nivellement des hiérarchies de compétences que j'évoquais il y a un instant, il est de plus en plus à l'œuvre, aussi bien dans les anciennes épidémies que dans celles toutes nouvelles que nous vivons depuis quelques années. Et quand on me demande pourquoi j'utilise le terme d'épidémie, je réponds que derrière les données purement quantitatives de personnes souffrantes, il y a quelque chose de beaucoup plus important à observer. C'est le phénomène qui est à l'œuvre. Un phénomène d'imitation, de représentation et de stéréotypes de tel ou tel comportement pathologique. Autrement dit, vous voyez que l'idée de contagion revient au galop. Une contagion parfois initiée, toujours fortement stimulée, dynamisée, amplifiée par les médias, dont principalement Internet. Et donc, en utilisant le mot d'épidémie, je ne crois pas faire autant de ravages que le fait de nommer les choses au quotidien. Le nommage, qu'est-ce que c'est le nommage ? C'est tout simplement le fait de nommer quelque chose, et en l'occurrence de nommer une maladie qui n'existe pas. Si je vous dis c'était une table en chêne, votre cerveau crée aussitôt la représentation de l'image d'une table, bon, peut-être pas en chêne, mais en tout cas en bois. C'est comme ça. Quand on nomme, on crée. Et donc, quand vous dites quelque chose, quand vous prononcez un mot, vous créez chez votre interlocuteur la représentation de la chose que vous nommez. Représentation parfois toute personnelle, issue de votre milieu, de votre éducation, de votre culture, de vos expériences propres, ou beaucoup plus souvent, représentation issue d'une description clinique lue sur Internet, ou partagée par un groupe, ou affirmée par un spécialiste. Ça n'est donc ni plus ni moins qu'un mécanisme de communication. Seulement, un mécanisme qui peut générer des résultats totalement opposés, parce qu'il présente une face placebo et une face nocebo. Et qui souligne la responsabilité qui est la nôtre dans l'usage que nous faisons du nommage, parce qu'il suffit d'un rien, mais il suffit juste de quelques mots pour induire des mécanismes psychiques et parfois même physiologiques, que nous ne savons pas encore expliquer, en tout cas des mécanismes susceptibles de générer soit l'amélioration, soit l'aggravation d'un état, et même l'acquisition, l'incorporation d'un tableau clinique. Alors on me rétorque souvent que c'est tout de même le propre de la connaissance qui progresse, de faire de nouvelles découvertes et de nommer ces découvertes. Oui, lorsqu'il s'agit d'une pathologie, mais seulement lorsqu'il s'agit d'une pathologie. Si nous prenons l'exemple des souffrants qui, à l'issue d'un long parcours thérapeutique, trouvent enfin une explication à leur souffrance. Vous savez, un parcours à l'issue duquel un praticien dirait « Eh bien, tous les examens que nous avons faits montrent que vous souffrez de et de nommer la pathologie. » Alors évidemment, dans ce cas, le patient peut enfin mettre un mot sur ce dont il souffre. Il n'est plus confronté à l'inexplicable, c'est-à-dire qu'il dispose d'un mot pour justifier ses douleurs, sa fatigue, bref, ses plaintes, qui étaient auparavant incomprises. Mais quand il ne s'agit pas
d'une maladie identifiée et reconnue comme telle, quand il s'agit d'un syndrome, hein, d'un truc pas explicable, d'un fourre-tout, alors on fait croire au patient quelque chose qui n'est pas. Et le voilà qui s'approprie le mot. Il devient littéralement le mot. D'ailleurs, vous savez bien qu'il fait la plupart du temps précéder le mot d'un pronom possessif. Hein. C'est mon, c'est ma, et il le défend bec et ongle, souvent très, très agressivement. Et donc j'ai envie de dire qu'en dehors des cas très rares où l'on identifie une maladie et où on la nomme, en dehors de ces cas, je vois personnellement deux effets pervers au nommage, au fait de nommer. Le premier effet, c'est celui que nous observons dans les jours, les semaines, les mois qui suivent des journées d'information, des journées de sensibilisation sur tel ou tel symptôme, hein, telle ou telle maladie. Vous savez, quand un gouvernement, une ONG, une association, peu importe, lance une campagne de prévention des états dépressifs, disons, ou encore du suicide, ou des comportements alimentaires aberrants, eh bien, on observe comme un phénomène d'adhésion, un effet de collage aux états et aux comportements décrits. Et ça, ça conduit à une identification à la chose nommée, qui aboutit souvent au résultat inverse de celui qui était recherché au départ. Donc en nommant, on diffuse. Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas faire de prévention, n'est-ce pas? Je souligne seulement le mécanisme qui est à l'œuvre dans ces campagnes d'information. Il existe bel et bien. On ne nomme pas impunément, c'est tout. Et là aussi siège une lourde responsabilité. Et puis il y a un deuxième effet pervers dans le nommage, dans le fait de nommer. En l'espace de quelques décennies, nous avons assisté à une explosion de la nosographie, à une explosion du nombre de symptômes nommés, principalement, mais pas seulement, à cause du DSM, manuel américain, je le précise, manuel qui a abandonné la clinique du sujet au profit d'une clinique des troubles. Alors, je m'explique. Même si mon propos mérite d'être précisé, je dirais que pour moi, le champ de la clinique psy pourrait se résumer d'une façon très simple. Il pourrait se résumer de la façon suivante. Premièrement, toutes les conséquences d'un trauma. Trauma majeur, et aussi toutes les formes de désadaptation mineures occasionnées par des événements de la vie que nous avons du mal à surmonter, des deuils, des séparations, des licenciements, etc. Bon. Deuxième point, les conséquences d'un épuisement, peu importe sa cause, et on n'a pas besoin de mettre un mot anglais pour parler de ce genre de choses. Troisièmement, l'ensemble des pathologies psychiatriques, et tout particulièrement celles qui imposent une hospitalisation. Et enfin, quatrième partie de ce champ psy, toute la symptomatologie issue des structures, c'est-à-dire l'univers des symptômes qui font consulter un psychologue ou un psychanalyste et qui ne nécessitent pas une hospitalisation, mais un travail d'élaboration. Exemple classique, un corps parlant dans la structure hystérique, avec toute la diversité des langages que ce corps peut utiliser. Voilà de quelle façon, avec quels éléments je résumerai l'ensemble du champ de la clinique psy. Or, ça n'est pas ou ça n'est plus le cas. Nous avons aujourd'hui à notre disposition des dictionnaires entiers qui nomment des maladies, certes, c'est normal, mais qui nomment surtout inutilement des syndromes et d'une façon totalement inutile, des légions de troubles. Alors voyez-vous, que la recherche fasse une découverte permettant d'expliquer tel symptôme et pourquoi pas d'apporter une réponse pour apaiser ce symptôme,
alors dans ce cas, le nom donné à la nouvelle entité mérite tout à fait de figurer dans la liste des noms qui seront un jour prononcés face à un patient relevant de ce symptôme. Mais en l'absence d'une nouvelle découverte, il me semble que le nommage fait davantage de ravages qu'il ne procure de bienfaits chez nombre de patients. Et parmi ces ravages, je pense d'abord à l'appropriation que j'ai déjà citée. Je pense à l'identification aux mots prononcés, à l'enfermement dans un tableau clinique. Je pense aussi à la justification de la plainte, parfois à la consolidation d'un bénéfice secondaire, voire à sa revendication, et aussi bien évidemment devant l'absence de solution pérenne, à une extensivité du symptôme, à une contagion favorisée par la médiatisation, et donc à une demande de reconnaissance de la part des pouvoirs publics.